merci pour l'invitation. Vous avez le goût du risque. J'étais un petit peu surpris même au départ de recevoir cette invitation. Le livre est sorti, puis moi je le considère très bon, évidemment, mais que quelqu'un s'intéresse comme ça, il dit « Ah, ça a l'air très intéressant, j'en aimerais ça vous entendre sur le sujet ». Ben, vous êtes une douzaine à partager cette opinion. Bon. Je vais essayer de démystifier un petit peu cette activité. Je vais afficher clairement mes couleurs au départ. Moi, cette idée, bon, d'abord, ça découle d'un enseignement que j'ai fait très, très, très longtemps. Pour la petite histoire, là, je peux vous dire que j'ai commencé à travailler sur le sujet il y a au-delà de 30 ans. Bon. Puis à mesure que j'en parlais, je suppose que ça s'améliorait. Les étudiants appréciaient de plus en plus. Bon, mais là, il faut prendre la retraite, alors. Par ailleurs, j'ai commencé à écrire les premières lignes que j'ai écrites de cela datent de 86. Alors, pour moi, dire qu'il y a quelques poubelles qui ont été remplies, mais il faut retravailler. Et là, je suis déjà en train je réalise qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Et ça fait quelques mois qu'il est sorti. On a eu des bons commentaires, mais au-delà de ça, je vous laisserai le soin de les découvrir à mesure. Là, mais... Alors voilà, ça c'est l'histoire du livre. Maintenant, la politique, pourquoi je me porte à la défense de la politique? Il y a un livre qui m'a influencé énormément à travers tout ce cheminement. Je l'ai découvert il y a une douzaine d'années, mais là vraiment, ça a été j'oserais dire un coup de foudre. C'est un auteur britannique, Bernard Crick, avec un livre intitulé « In Defense of Politics ». Je ne l'ai pas ici, là, mais « In Defense of Politics ». Ça m'a inspiré, ça m'inspire beaucoup dans la présentation de ce soir. Je vais être un petit peu moins philosophique, c'est-à-dire lui, il défend, et ça va vous surprendre pour encore bien mettre carte sur table, il défend la politique against ideology, against technology, les technocrates, against, bon, il y a les Forest Friends, mais against nationalism. En fait, ce qu'il propose et ce qu'il développe dans son livre, qui en est à sa 5e édition quand même, ça dure, et c'est un excellent livre en passant. Si vous êtes sceptique à l'égard de la politique, ça ouvre des horizons. In Defense of Politics, donc. Et là, je m'en vais à un congrès à Belfast au mois d'avril, précisément. Le thème général du congrès, une grand-messe, là, In Defense of Politics. Alors, j'y présente un papier, là, mais venons-en maintenant ici. Moi, j'avais l'habitude d'aborder les étudiants quand j'arrivais devant mon amphi, là, 200, 250, 275 étudiants. Je disais, bon, on sait que les étudiants, je ne sais pas s'ils sont sceptiques, mais ils ne sont pas intéressés. Je disais, bon, ils sont en sciences politiques. Vous savez, c'est le jeu que je jouais à chaque élection. Et vous êtes en sciences politiques, vous allez faire des choix politiques, vous allez aller voter probablement plus que la moyenne des gens de votre âge. Alors, combien d'entre vous, sur quoi allez-vous voter? Et combien d'entre vous ont lu les programmes des partis? On est en Sciences Po, hein? 250, il y avait 2-3 mains qui se levaient. Je pourrais vous poser la question, et on serait surpris de voir combien il y a peu de mains qui se lèvent. On a des opinions politiques. Est-ce qu'on s'informe vraiment? Ça, c'est à voir. Parce qu'on a finalement une idée assez négative, péjorative de la politique. Alors, pour là, je dis aux étudiants, bien, si vous n'aimez pas ça, s'il vous plaît, changez d'orientation vite, là.
Vous allez vous ennuyer toute votre vie, vous allez faire de la science politique, vous allez parler de politique toute votre vie, vous allez passer 3 ans, 4 ans, 5 ans sur les bancs ici, dans les classes, puis on va vous parler de politique. Mais changer d'orientation, ça n'a pas de sens de vous... C'est masochiste de faire cela. Mais j'aimerais vous rappeler quelque chose. Vous ne les aimez pas, les politiciens. C'est vrai qu'ils sont décevants des fois. Mais essayez donc les militaires. Essayez donc les militaires. Hein, la règle militaire. Les gouvernements militaires. Essayez donc ça. Hein? Si vous vous promenez un petit peu, que vous rencontrez des gens dans des pays qui ont connu cela, ils sont empressés d'accueillir les politiciens, si décevants soient-ils. Deuxièmement, donc moi je préfère les plus mauvais de mes politiciens à tout militaire pour me gouverner. Ah oui? Oui. Parce que les militaires, c'est des plus... Les militaires, et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi ça tient une conception de la politique. Mais je vais vous ramener à autre chose. Une vérité de la palisse qui existe depuis toujours, là, mais qui n'est pas mauvais de rappeler. Quand la politique échoue, qu'est-ce qui arrive? On va à la guerre. Et quand on veut sortir de la guerre, on revient à la politique. On se met à négocier. À la guerre, on ne négocie pas. C'est pour en sortir qu'on reprend la négociation. Et là, avec ça, vous avez un des thèmes centraux de ma présentation et de ma conception de la politique. Bien sûr, la politique, elle est faite par des hommes et des femmes, depuis récemment par des femmes. Pour l'instant, ça n'a pas changé beaucoup de choses, là, mais quand même. On avait la promesse que ça changerait des choses, mais c'est fait par des êtres humains. Les machines, moi, ça ne m'intéresse pas non plus d'être à la merci de machines. C'est fait par des êtres humains qui ont un jugement qui peut être parfois défaillant, qui peut être limité, mais qui ont aussi une intelligence des choses qui n'est pas absolument sûre. Même s'ils avaient une science du politique, moi je sais une chose, la science, c'est d'abord le doute. Je n'ai pas enseigné l'épistémologie durant 30 ans pour pas me rappeler de cela. Si on fait de la science, et si on veut vraiment faire de la science, il faut douter. La vérité scientifique, c'est un non-sens, parce qu'il n'y a pas de vérité scientifique. Il y a des vérités, oui, en religion. Il y a des vérités, limites, véhiculent certaines vérités. Mais je me rappelle toujours Popper quand il disait, à partir du moment où il n'est plus, un fait n'est plus contestable, on n'est plus en science, on est en métaphysique. Donc, ça pose pas mal de limites à nos raisonnements, puis à nos conclusions, puis à nos affirmations, puis à nos prétentions à la vérité. Donc, ceci étant dit, au-delà de l'actualité, d'abord, il faut être un petit peu maso de ce temps-ci pour venir ici, entendre parler de politique encore. Puis là, c'est pas fini, hein. Une campagne électorale qui s'en vient, puis on va en entendre des vertes et des pas mûres. Ce sera à l'automne ou ce sera au printemps, mais on va en entendre de toutes sortes. Et pourtant, ce sont ces gens-là que j'ose défendre. Parce que je les préfère, encore une fois, à tous mes militaires et à tous mes technocrates qui ont une vérité qu'il n'est pas possible de contester. Parce qu'ils y croient. Moi, les technocrates, sociologues, pareil, qui venaient de chez nous, qui sont allés, qui sont descendus dans le bas du fleuve,
dans l'arrière-pays, fermer plein de paroisses en disant, vous n'avez pas d'avenir ici, vous, c'est bon, on va planter des arbres, vous, on va vous déménager. Dans l'arrière-pays, dans le Témis et au sud de Matane, au sud de Rimouski, ces gens-là, ils ne faisaient pas de politique. C'était des techniciens du social. Et ces gens-là ne nous donnent pas toujours des résultats très heureux. Les politiciens ne réussissent pas toujours, mais les technocrates, je ne leur fais pas plus confiance là-dessus. Et d'ailleurs, bon, non, je vais m'arrêter, je ne reprendrai pas. J'ai passé 3 heures là-dessus ce matin en classe avec les étudiants de maîtrise sur comment la science s'est dépréciée elle-même en s'adonnant ces espèces de dogmatismes qui sont contraires à la nature de la science. Bon. La modernité, reculons loin. La modernité marque un passage du règne des passions à celui de la raison. 16e, fin du 15e, 16e siècle, la raison. Bon, Descartes arrive, puis quelques autres qui nous disent « Hey, c'est la raison qui doit nous guider dans le choix de nos conduites et dans nos choix collectifs. » Ça viendra un petit peu plus tard. La raison, et non pas les passions. Si mes droits, je me sens lésé, je n'ai plus à provoquer en duel. On s'assoit, on négocie, on raisonne, on essaie de voir quel est son intérêt. Et ça, c'est un mot qui fait peur là, d'emblée, mais quel est son intérêt? Et c'est ainsi que, bon, il y a eu le règne de la raison, qui est encore là, jusqu'à l'excès. Ça peut vous heurter un petit peu que je commence comme ça, mais jusqu'à l'excès. Comme ça que John Saul a publié un pavé, là. Vous connaissez John Saul et son livre « Les bâtards de Voltaire », la dictature de la raison en Occident. À quel point ça a donné lieu à des dérapages. La raison qui n'est pas raisonnée, elle est dangereuse. Elle est aussi dangereuse que bien des dogmes. C'est un autre dogme, quoi. Alors, tous les dogmes, peu importe qu'ils soient au nom de la raison ou autrement, si on perd son scepticisme, si je peux dire, ben, ça devient extrêmement dangereux. Jusqu'à l'excès. C'est au nom de la raison que la guillotine a marché, hein, à fond. La terreur d'après 1789. C'est au nom de la raison. On avait les temples de la raison. Hein, on a coupé les têtes des statues, on a saccagé les églises pour instaurer le règne de la raison. Alors, attention, mais la modernité, elle commence comme ça. C'est la raison plutôt que les passions. Les relations en société, ainsi, se définissaient par référence aux intérêts. Il est dans mon intérêt, il est dans notre intérêt de nous entendre, de trouver un modus vivendi. Non pas, il n'est pas dans mon intérêt, oui, sur le coup, que je le liquide, que je le provoque en duel et que je le liquide, oui, sur le coup, ça a de l'air, j'ai de l'air à gagner. Mais si on vit là-dedans constamment, il n'y a plus personne qui y trouve son intérêt. Tout un chacun est menacé au bout du compte. Parce que tu ne sais pas sur quel pied il va se lever le matin, lui, un bon matin. Qui décide, oh, il m'a vu avec sa blonde, bon, il décide de me régler mon cas. Alors, la raison nous amène à, bon, OK, il m'a lésé, on va essayer de s'asseoir et de trouver une façon de s'entendre. Il faut voir dans quelles conditions tout à l'heure. C'est Helvétius qui disait « L'intérêt ne saurait tromper. La passion peut nous égarer, mais l'intérêt ne saurait tromper. » L'intérêt au sens noble du terme. D'ailleurs, j'ai fait une partie de ma carrière, la majeure partie de ma carrière sur les groupes d'intérêt, donc un peu en référence à cela.
Alors, la politique, elle incarnerait typiquement ce monde guidé par l'intérêt. Et paradoxalement, parce qu'on ne sort pas des paradoxes, même quand on est... Paradoxalement, c'est à partir de là que la politique devient objet de mépris. Ah, il ne pense qu'à son intérêt, il est intéressé. Les politiciens sont tous des gens qui pensent d'abord à eux, qui ne poursuivent que leur intérêt, alors qu'ils nous parlent d'une autre et qu'ils prétendent nous représenter, etc. Alors, ça, c'est un sérieux paradoxe. Mais on verra un petit peu plus tard comment ça prend forme, d'où ça prend, où ça prend source, c'est-à-dire. Mais, au fond, quel est le domaine de la politique? Et là, je vais encore heurter. La politique, c'est la rencontre de deux éléments, le conflit et le pouvoir. S'il n'y a pas de conflit, on n'a pas besoin de politique. On n'a pas besoin de gérer ça. Il n'y en a pas. Alors, pourquoi on en chercherait? Pourquoi on chercherait des problèmes? S'il n'y a pas de pouvoir, on n'a pas à... Allons-y plutôt par la négativité. Le non politique, là, j'allais dire par excellence, il est là. Le fameux consensus. Mais le consensus, il y a des gens qui aiment utiliser ce terme-là. Et nous l'imposer même. Hein? Nous l'imposer. Moi, je connais un ancien premier ministre qui me vient à l'esprit, là, hein, qui était vraiment un apôtre du consensus imposé. Lucien Bouchard était maître là-dedans. On va s'entendre, vous allez vous asseoir, vous allez sortir d'ici quand vous serez d'accord. Combien de fois il l'a fait, ça? Imposer le consensus. Mais c'est tout ce qu'il y a, c'est tout le contraire de la politique, ça. Parce que il n'y a pas de conflit, on n'accepte pas le conflit. Le pouvoir, il est à sens unique. Il n'y a pas de relation de pouvoir. Il n'y a pas de rapport. Donc, on fait consensus, mais les militaires sont très chauds partisans de cette option. Tu ne comprends pas? Nous, le peloton ou ailleurs, les prisons, les goulags, etc. Donc, ça, c'est l'anti-politique, d'une certaine façon. La politique peut être étouffée aussi. Il y a du pouvoir, mais on ne permet pas le conflit. On n'autorise pas le conflit. Et là, je m'approche des régimes totalitaires là, qui ne permettent pas le conflit. On étouffe. Donc ici, j'ai fait référence au consensus en parlant de certains régimes, mais de façon plus appropriée, c'est là qu'on les retrouve. Donc, vous n'êtes pas d'accord? Allez ailleurs, allez vous faire voir ailleurs. Les goulags, les prisons, etc. N'est pas politique non plus, parce qu'il n'y a pas de pouvoir. On peut l'éviter. Il n'y a pas de possibilité d'entente. On refuse de négocier. Donc, il n'y a pas de politique. La politique, c'est à partir du moment où, oui, il y a un conflit, il y a des relations de pouvoir, mais forcément, ça appelle une démarche de négociation, une démarche de compromis. Et typiquement, la politique, c'est une démarche de compromis. Vous allez voir la définition que je propose tout à l'heure, dans quelques instants, qui nous amène à cela. Alors maintenant, dans quelles conditions ça se réalise? Pourquoi il y a du conflit, puis pourquoi il y a des jeux de pouvoir, des rapports de force, si vous voulez? Bon, une société,
symboliquement. On peut la concevoir un peu de cette manière. Simplifiée à l'extrême, là. A, B, C, dans des relations particulières, il y en a un qui domine sur l'autre. Et B domine sur C, A domine sur B. Bon. Alors, c'est une domination hiérarchisée. Et ça, on ne s'en sort pas. Une société, c'est une structure de domination. Ah, mesdames, la société patriarcale, vous êtes capable d'en parler? Alors, c'est une structure de domination. Parce qu'ici, j'ai des rapports d'inégalité. Mais ça ne me dit pas tout de cette réalité, de la réalité. Parce que, dans le fond, je peux jouer avec l'équation et tout en la respectant, je peux écrire A égale C différent de B. Parce que C n'est pas forcément différent de A. Mais à cause de la position de la séquence, il y a une différence. Mais si je change la place des gens, et c'est pour ça que certaines réformes sont extrêmement trompeuses, on fait un petit réaménagement, puis on a l'impression qu'on a gagné beaucoup en termes d'égalité et on a amélioré les rapports en société. Mais dans le fond, on n'a pas changé fondamentalement le rapport initial. En tout cas, pas forcément. Parce que A semble égal à C et les deux différents de B. Mais c'est exactement ce que dit l'équation qui est là. Ça va? Une société, c'est encore moins. Et là, c'est dans l'utopie qu'on retrouve ça. A égale B égale C. Tout le monde est égaux. Ah non, nous sommes tous égaux. Je veux bien que ce soit un idéal, mais trouvez-moi une société où ça se retrouve. Trouvez-moi une famille où cela se retrouve. Trouvez-moi un ensemble humain où cela se retrouve. L'égalité n'existe pas concrètement. Elle existe, oui, comme idéal, qu'il faut poursuivre, qu'il faut se donner comme objectif, mais on n'y arrive pas vraiment. Alors, dans ces conditions-là, on n'a pas besoin de politique. C'était justement l'utopie marxiste, ça. Quand les marxistes nous disaient « il n'y aura plus de bourgeoisie, le prolétariat et la bourgeoisie vont être sur le même pied, on n'aura plus besoin d'État, l'État devient obsolète pour un marxiste quand le communisme est implanté, en théorie. On a vu ce que ça a donné dans les essais qu'ils ont faits. Mais en théorie, c'est ça. Si vous lisez Marx, si vous lisez A égale B égale C, la société égalitaire, on n'a plus besoin d'État. L'État devient obsolète. Donc, ce n'est pas tout à fait ça. Je ne sais pas s'ils étaient sincères quand ils l'ont essayé, mais en tout cas, ils sont plutôt bien éloignés de cela dans la pratique. Jusqu'en 89, en tous les cas, ils n'acceptaient pas vraiment d'être contestés là-dessus. Maintenant, le pire qui peut arriver, si on pousse ça à l'extrême, non seulement l'égalité, mais la similitude. Nous sommes tous pareils. Là, j'y vais par l'absurde, là, mais nous sommes tous pareils. Il n'y a plus d'identité. On ne s'y retrouve plus. On n'est plus. Qu'est-ce qui me différencie? Nous sommes tous pareils. Nous sommes non seulement égaux, mais tous pareils. Et ça, par analogie, on peut, je propose à ce moment-là, de penser à la situation. D'ailleurs, les expériences sont là. Le zéro Kelvin. Bon, certains doivent connaître le zéro Kelvin. Hein, c'est le degré là, absolu de... Et là, on constate que quand on s'approche, je ne sais pas si on est arrivé, je ne pense pas, mais les dernières fois que j'ai regardé cela, on était à 15 millionièmes de degré du zéro Kelvin, mais on n'y était pas arrivé. On était proche en maudit, par exemple. 15 millionièmes de degré. Et ce qu'on observe, c'est que les atomes, à ce moment-là, ne se différencient plus,
n'ont plus de personnalité, entre guillemets. Tout est pareil, puis il n'y a plus rien qui bouge. C'est la société morte. Une société qui ne bouge plus. Une société qui... On n'a pas besoin d'arriver à ce point-là. Il y a des sociétés qui cessent de bouger. Et là, ça commence à nous inquiéter. C'est ça qui est remarquable. Quand il n'y a plus de tension. On dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut mobiliser les gens, il faut les intéresser. Moi qui ai travaillé sur les jeunes assez longtemps, il y a un livre qui sort dans une couple de semaines là, sur les jeunes, l'engagement des jeunes. Vous savez, les jeunes, ils ont été désespérants à plusieurs moments dans l'histoire récente, parce que la jeunesse, c'est une création du 20e siècle, ça. C'est tout récent, ça n'existait pas avant. On passait de l'enfance à l'âge adulte. Il y avait une période où on était plus jeune, mais on travaillait jeune, où on était enfant plus longtemps, mais il n'y avait pas de jeunesse comme telle. Alors, ça, c'est une création sociologique du 20e siècle. Mais quand les jeunes ne bougent plus, on s'inquiète. Puis on est affolé. On est affolé. Moi, je me rappelle c'est-à-dire dans la recherche, j'ai retrouvé des éditoriaux, par exemple, du journal Le Monde. Juste un mois avant les événements de 68. Cette jeunesse, elle est désespérante, ça ne bouge plus, elle ne s'intéresse plus à rien, puis elle ne se mobilise plus, puis il n'y a plus de conflit, bon. Un mois après, paf, ça a sauté. La même chose s'est produite, ça vous dit sans doute moins de quoi, parce que ça n'a pas été diffusé de la même manière dans l'Occident, mais j'ai fait quelques études de terrain là-dessus. En novembre-décembre 86, il y a eu une mobilisation étudiante en France qui a été quand même assez importante pour amener la démission du ministre de l'Éducation et faire reculer le gouvernement sur son projet de droit de scolarité. Les étudiants se sont retrouvés le 4 décembre à Paris, 1 million. Comment ça faire du monde, ça? Bien beau est en France, là. 1 million d'étudiants qui se déplacent à Paris, qui vont manifester une journée. Ça réveille un peu, tu sais. Mais justement, à cette même époque, quelques semaines avant, on retrouvait les mêmes écrits, les mêmes éditoriaux dans les quotidiens français où on disait, mais la jeunesse, elle est désespérante, elle ne se mobilise plus, elle ne s'occupe plus, ils ne sont plus intéressés à rien, sont amorphes. Alors, quand on se retrouve dans une situation pas loin de cela, de ces deux cas, on s'inquiète. Moi, je dis toujours un peu à la blague, je pense que une bonne partie d'entre vous avez dû connaître cela. Un couple qui vit constamment dans l'harmonie. Oh chérie, je t'adore. Oh chérie, je t'aime. Ah, vraiment. Puis que ça dure, ça ne peut pas durer indéfiniment, ça. Parce que c'est plate. C'est plate. Il n'y a pas... Ou bien il y en a un qui domine totalement, revenons à nos cases antérieures, ou bien c'est un ennui mortel. Et je ne faisais pas la promotion des tensions et des chicanes de ménage, mais il reste qu'un petit peu de tension, ça amène les parties à s'ajuster puis à retrouver des nouveaux terrains d'entente. Et souvent, c'est ça qu'on... Bon, je veux pas faire de prêchi-pérécha, puis je ne veux pas faire de morale, absolument pas. Mais en partie, c'est ça qui nous amène à constater l'éclatement des couples aussi nombreux, les éclatements aussi nombreux, parce que devant ces situations, on dit, bon, là c'est plus vivable, je m'en vais. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'ajustement, il n'y a pas de... Bon, il faut dire que moi, je n'avais pas de courage, ça fait 45 ans que je vis ça, mais bon. Alors,
Oh! Bon, OK. Ah oui, c'est bon. Rappelez-moi alors. Alors, on a la situation du conflit du pouvoir et des inégalités hiérarchisées. Schématiquement, comment ça se joue? Alors, vous avez ici, au départ, c'est un schéma, hein, c'est très simplificateur, mais ça permet d'aller chercher l'essentiel. Je pourrais vous le dire tout simplement en mots, mais là, je pense que vous pouvez visualiser. Et là, on a les processus politiques typiquement. Le conflit social au départ, qui est total, c'est ce qui caractérise le mouvement social. Et là, graduellement, il y a institutionnalisation. Parce que quand on se mobilise au départ, c'est pour se faire reconnaître. On dit, la société patriarcale, on n'en veut plus rien savoir de cela. Donc, vous allez accorder une place aux femmes, vous allez reconnaître une place aux femmes, vous allez nous donner une place. C'est ainsi que les conseils privés de Londres a reconnu que les femmes pouvaient être des personnes en 1927. Mais c'est aussi ainsi que le gouvernement du Québec a accordé une personnalité juridique aux femmes en 1964. Elles pouvaient enfin signer un bail. Elles pouvaient enfin faire un achat sans avoir l'accord de son mari. Elles pouvaient signer un bail. Imaginez. Si son mari était mort, son père devait. Mais là, on revenait physiquement. On n'était pas loin encore du pater familias, là, de la fin de l'Empire romain. Donc, on veut se faire reconnaître. Mais en retour, on nous dit, mais tu vas reconnaître des façons de faire, tu vas reconnaître des lois, tu vas reconnaître des règlements, tu vas reconnaître... Donc, graduellement, on accepte, on se rapproche de ce couloir qui, de fait, est l'aboutissement, qui, ici, bon, c'est le couloir des lois, des règlements, des ententes, des façons de faire en société. Alors, c'est peut-être simplificateur, mais à mesure qu'on avance, il y a une démarche qui se fait. Vous savez, moi, j'ai eu des expériences, là, soit de recherche, soit même de terrain, parfois. Vous vous rappelez les fronts communs, tous presque tous assez vieux. Vos parents vous en ont parlé, pour les plus jeunes d'entre vous. Là. Front commun, 72, les débuts des années 70, les grèves dans le secteur public. Ça jouait dur, hein? Quand du monde nous casse la tête et nous casse les oreilles plutôt avec ces syndicats qui sont... Il n'a pas connu, lui, le début des années 70. Ça jouait dur. Et prendre les malades en otage, c'était pas exceptionnel. Durant les grèves du secteur du Front commun, en 1972, rappelez-vous, à ce moment-là, les 3 présidents des centrales syndicales existantes sont emprisonnés. Un petit défi, trouve vraiment un autre pays démocratique qui a fait cela. Il y a Pinochet qui l'a fait à peu près à cette époque-là, au Chili. Ça, c'est nous qui avons fait cela. On a emprisonné les 3 présidents de centrales syndicales. Mais en contrepartie, les travailleurs, moi je me rappelle d'avoir vu des travailleurs, des syndiqués qui étaient en bon maudit puis qui voulaient tout casser parce que les présidents des centrales venaient de leur demander de rentrer, de mettre fin aux protestations et aux grèves. À cette île, les autres, ils n'ont pas plié. Là, c'était les postes de radio, les postes de télé, l'aéroport, le train, le chemin de fer, etc., les routes, tout a été bloqué. La débâcle à cette île, il y a eu un texte là-dessus célèbre, la débâcle à cette île. Alors, les gens de la CSN, près du président, près de Marcel Pépin, Richard Daigneault, pour le nommer, me disait un jour, tu sais, hein, on a eu la trouille, on n'avait plus le contrôle sur nos troupes. On n'avait plus aucun contrôle sur nos membres.
et nous envoyait paître. Et au fond, les dirigeants des centrales syndicales ont été plus effrayés que le gouvernement à ce moment-là. Parce qu'ils n'avaient plus aucun contrôle. Et ils venaient de briser ce contrat implicite ici. On veut se faire reconnaître, mais vous allez reconnaître des règles. Et ça ne marchait plus. Donc, juste un autre, avant de passer, d'aller plus loin, une autre remarque sur ce schéma-là, et moi je le trouve assez éclairant, là, c'est ici, vous êtes dans les limites de la légalité. Ce couloir-là, là, que j'appelle la constitutionnalisation des conflits, hein, on les a tempérés, on est dans les limites de la légalité. Mais ici, là, c'est le couloir, l'entonnoir de la légitimité. Alors, quand vous êtes plus près ici, la pensée révolutionnaire, par exemple, pourra vous affirmer sans trop de réserve, là, c'est légitime ce qu'on fait. Les syndicats emploient ce langage-là parfois. C'est légitime. Notre action est légitime. Il y a des groupes populaires qui vont vous dire « notre action est légitime ». On est plus de ce côté-ci de l'action. Est-ce qu'il y a un parti politique qui va oser vous dire que déroger aux règles, un petit peu de favoritisme, là, ça ne fait pas tort, que c'est légitime? Non. Parce que lui, il doit vraiment se conformer du plus près possible aux règles. Alors, une fois qu'on a compris cela, il me semble qu'on commence déjà à percevoir la politique un petit peu autrement. Alors, comment on a défini cette fameuse politique? Et ça, c'est la définition que je suis parvenu à forger en pigeant ici et là, j'ose l'avouer, puis sans aucune gêne. Une synthèse de différents auteurs. La politique, c'est d'abord une activité sociale. Vous savez, il y a des adages là, populaires. Moi, on dit qu'ils sont criants de vérité parfois. On a les gouvernements qu'on mérite. Ils sont criants de vérité. Et ça, nos ancêtres, et à travers d'une génération à l'autre, on apprend cela, des choses élémentaires comme celle-là. Alors, la politique, c'est d'abord une activité sociale. Si vous retournez en arrière, on part de là. Mouvement social, classe sociale. C'est une activité sociale qui, partant de la reconnaissance de la diversité, pensez à mes petites équations précédentes. Diversité. Alors, partant de là, on vise, la politique, c'est une activité qui vise l'intégration ordonnée des différences. C'est notre couloir, là. Alors, graduellement, on intègre pour arriver à amener les gens dans les limites de la légalité, dans le couloir de la légalité. L'intégration des différences grâce à la négociation de compromis. Alors, c'est là toute la dynamique politique dans son sens le plus noble, d'où je parle, action civilisatrice de la politique. Négociation de compromis entre acteurs désireux de convertir le rapport conflictuel, on remonte encore en arrière, plus loin en arrière, désireux de convertir leur rapport conflictuel, et suivez bien la suite parce qu'elle est importante, en procédure de gestion méthodique de leur désaccord. On n'est pas dans le consensus, là. Nous sommes en désaccord, mais on va s'organiser pour que ça marche. Sinon, c'est la loi de la jungle. Alors, tous les termes sont là. Ce que j'ai présenté avant là, se retrouve là. Et c'est la synthèse que je propose pour concevoir la politique. Maintenant, nous savons tous que nous sommes c'est effrayant même de vivre le cynisme tel qu'on le vit actuellement. C'est extrêmement dangereux. Plus que toutes les maudites multinationales, plus que tous les contestataires, l'avenir de la démocratie est mis en péril, bien plus par ce cynisme que l'on se fait
que l'on aime entretenir. Et le problème à notre époque, c'est que les Grecs étaient cyniques, oui. Mais le problème à notre époque, c'est que être cynique, c'est quasiment la condition pour paraître intelligent politiquement parlant. Si vous n'êtes pas cynique, vous êtes un suiveux, vous êtes un petit, vous êtes un ouais, vous n'êtes pas respectable pour plusieurs. Alors, il y a une déception très forte. Et là, il va falloir que j'accélère, mais quand même. Oui, mais quand même. Ce qui suit est extrêmement important. Il y a encore un autre schéma pour traduire schématiquement, là. Je pense que visuellement, on voit un petit peu. Une société, on peut la concevoir comme ça. Il y a un ordre systémique. L'ordre capitaliste n'est pas l'ordre socialiste, par exemple, etc. L'ordre religieux n'est pas l'ordre économique. Il y a des lois qui accompagnent ça, l'ordre légal. En bas, il y a des relations concrètes, là. On est en relation. Les membres de la société ont des relations. Mais, pour arriver à se faire reconnaître, là, si on revient au schéma antérieur, pour arriver à se faire reconnaître, bon, ils s'organisent. Donc, il y a des organisations. Il y a un ordre organisationnel aussi, qui n'est pas exactement, ce n'est pas une reproduction exacte. Ce n'est pas une reproduction identique des relations-là. Un ordre organisationnel parce que l'organisation, entre-temps, se sert. Elle utilise des ressources pour son propre bénéfice et non pas exclu seulement au bénéfice des membres. Remplir l'organisation, au premier chef, elle doit être reconnue. Donc, ce que je voyais tout à l'heure, ce que j'illustrais tout à l'heure, elle doit accepter les règles du jeu, des règles du jeu. Donc, elle se rapproche de cet ordre légal. Et là, est-ce que j'ai besoin de vous faire la démonstration de la longueur relative? Hein, ça va de soi. On connaît tous notre petite règle de géométrie de base, l'hypoténuse. Hein? Bon, il y a une petite prise de distance. Et là, les citoyens se sentent floués, se sentent abandonnés. Ils se sentent abandonnés d'abord par leurs propres organisations, et c'est vrai déjà dans les comités citoyens. Et un des problèmes que connaissent les animateurs sociaux, c'est de ne pas être capable de faire comprendre leur démarche à leurs propres membres. C'est encore plus vrai dans les organisations syndicales. L'establishment syndical, on sait bien. Hein? Et imaginez les partis politiques maintenant. Alors, il y a une prise de distance qui n'est pas nécessairement recherchée, mais qui, structurellement, résulte de cette espèce de volonté de recherche, de reconnaissance. C'est très abstrait, mais quand vous commencez à écouter et à suivre l'actualité avec ça en tête, vous comprenez un certain nombre de choses. Et il faut bien, c'est frappant, c'est hallucinant de voir les militants, à quel point ils jouent avec ça. Vite, là, je raconte une autre expérience que j'avais. Quand on a restructuré le système de santé, la mise en place des agences actuelles, il y a eu une vaste opération de consultation que j'ai suivie. Bon, je me rappelle une, entre autres, les syndicats. Quand les syndicats, c'était par demi-journée, puis la demi-journée des syndicats, ça a été un feu roulant de 2 à 5, là, l'après-midi. Bon, il y avait une grande table autour de laquelle les gens discutaient, et les militants, les représentants syndicaux disaient « Vous allez nous marcher, nous passer sur le corps, ça ne passera jamais, ça. » Il y avait un petit auditoire en arrière, là, hein, qui fait de permanents et de militants. Mais là arrive 5 heures. La garderie ferme. Il faut aller servir la soupe. Hein? Excuse, mais c'est ça quand même, la réalité. Alors, il n'y a plus personne, il n'y a plus de témoins gênants. Moi, je reste là, mais ça, c'est pas important.
Et là, le tour de table recommence en me disant, ben, écoutez, là, on s'est déjà entendu dans le passé, on est capable de s'entendre, bon, puis on va négocier. Et j'avais parlé aux gens, des dirigeants de l'agence, qui disaient, mais ça ne vous affole pas, ça? On est habitués. Je vais voir tout à l'heure. Exactement. Quand les gens se retrouvent entre eux, hein, ils n'ont plus à se préoccuper de cela, vraiment. C'est de ça dont ils doivent c'est cela qu'ils ont en tête. Le cynisme, il part de là. Une déception. Quoi. On investit dans des organisations qu'on a l'impression qui nous lâchent avec le temps. Le cynisme, il est alimenté de bien d'autres façons. La transparence. La transparence. Moi, vous savez très bien que si on dénudait tous les rois, ils seraient pas mal moins attrayants sans leurs apparents. Bon, d'une part. L'éthisme. Et je l'ai mis entre guillemets parce que je ne suis pas contre l'éthique, là. Mais quand l'éthisme devient la règle absolue, l'éthique devient la règle absolue, on n'est plus et on tue la politique. Elle la défigure à tout le moins. Le progrès linéaire et l'historicisme, ben, ça s'est passé de même dans l'histoire, ça va se passer de même, puis l'indépendance est irréversible. Je veux bien, beaucoup de respect pour René Lévesque, puis j'avais une grande admiration pour cet homme, mais là, il errait, mais complètement. C'est irréversible. Historicisme. Et un des grands mots de notre époque, la colonisation par l'économique. On ne fait pas de la politique avec des économistes. Comme on ne fait pas de la politique avec des éthiciens. Comme on ne fait pas de la politique avec des juristes. On fait de la politique avec des gens qui font de la politique. Pas nécessairement des politiciens patentés, mais des gens qui font la politique comme je viens de la définir. Alors, les conceptions de la société on va en examiner schématiquement encore quelques-unes. Le progrès linéaire. Il n'y a rien, on ne déroge pas de cela. On s'en va vers, on a un objectif, puis on va y arriver. Puis il n'y a personne qui va nous faire dévier de cela. Bonne chance. Il peut y avoir quelques exécutions entre-temps pour y arriver. L'histoire qui se répète. L'histoire ne peut pas se répéter comme ça. Les conditions changent. Nos connaissances évoluent, etc. Ça ne peut pas se répéter à l'identique. L'information qui est pervertie en divertissement. Moi, quand je dis aux journalistes, on dit que vous faites mal votre job. Et très souvent, je leur dis, même, je vais jusqu'à leur dire, vous êtes tellement paresseux. Vous êtes tellement paresseux que vous ne prenez plus la peine d'expliquer aux gens. Vous faites de la sensation. Vous faites de l'infotainment, vous faites de l'information de divertissement. Vous avez une des bonnes places pour s'informer maintenant, c'est pervers en sacrifice. Tout le monde en parle, par exemple. Bon. Alors, la politique, en plus, elle emballe de moins en moins le citoyen consommateur. Le citoyen qui dit, donnez-moi mes services. Donnez-moi mes services. Je paye des taxes. Alors, j'ai le droit. Tu sais, on est dans un état au Walmart. Je me présente à la caisse, j'ai telle marchandise, je paye, puis je m'en vais. Alors, j'ai mes taxes, donc j'ai payé, donnez-moi ce qui... Puis, le débat sur la santé, là, qu'on fait, qu'on ne veut pas faire, mais qui, l'évolution, c'est en train de se passer. Les cliniques privées, là, au Québec, là, malgré notre beau modèle québécois, c'est au Québec qu'il y a le plus de médecins en pratique privée, là, désengagés, dans tout l'ensemble canadien. C'est au Québec qu'il y a plus de cliniques privées. On ne crie pas trop fort parce que... Mais la Croix, là, de Charlesbourg, puis ces cliniques à Cap-Rouge qui l'ouvre, il va ouvrir sur la Rive-Sud, là. Le docteur Lacroix, là, il me racontait, il me dit, hein, on ne fournit pas. J'engage des médecins, moi, à chaque fin d'année scolaire, je m'en vais à la faculté de médecine, puis j'engage. On ne fournit pas.
Et il ouvre des cliniques. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il était à la télé récemment, un long entretien, là, et assez instructif. Donc, le citoyen consommateur. Et le secret de Mario Dumont, lorsqu'il a semblé quasiment connaître le succès, ça a été ça. On va vous les donner, vos services. Faites-nous confiance. Et, bon, les gens ont décroché un petit peu avant parce qu'il y avait quand même un petit peu de lucidité là, sur l'expérience, c'est-à-dire l'inexpérience, etc. Mais Mario Dumont a failli gagner avec ça. On va vous les donner, vos services. Et pourtant, le portrait est sombre, et pourtant, je dis, l'engagement se donne encore à voir. On peut observer qu'il y a des gens qui s'engagent encore. Beaucoup moins dans les partis politiques, mais ailleurs. Vous savez que les groupes d'intérêt n'ont jamais été aussi florissants que maintenant. Les groupes d'intérêt, vous savez combien il se crée d'associations par année en France? 60 000, 65 000. Par année! Bon, il y a un taux de déperdition, si bien que le ministère de l'Intérieur estime qu'il y a à peu près 1 million d'associations actives en France. Si on compare à partir des années 59-60, où on recensait dans Encyclopedia of Association, tant aux États-Unis qu'au Canada, à peu près 5 000 à 4 000, 5 000 associations. Aujourd'hui, Encyclopedia of Association, ou tout simplement au Canada, comme on l'appelle, Associations, c'est 22 23 000 qui sont recensés. Donc, les groupes n'ont jamais été aussi populaires et n'ont jamais été aussi florissants. On fait aller sur le lobbying, là. On fait tous son lobbying maintenant. Et là, je m'en vais au comité parlementaire à Ottawa. Mardi prochain, on m'a invité à comparaître devant le comité parlementaire sur la révision de la loi sur le lobbying. Mais je ne peux pas dire autre chose que cela. Tout le monde fait son lobbying. Le lobbying, c'est mauvais quand c'est les autres qui le font. Alors, la politique est inévitable. Et je termine avec ça, vraiment. C'est la dernière diapo. Alors, il faut éviter le piège. Avec tout cet arrière-plan-là, un petit peu complexe, mais une fois qu'on a saisi quelques éléments dans ça, on comprend le piège des clichés et des lieux communs. Quand on parle du dépérissement de la politique, on est dans les clichés et les lieux communs jusque-là. Les Grecs ne disaient pas autre chose. On s'en va. La politique fout le camp. C'est Démosthène qui parlait de ces citoyens inutiles qui ne s'engageaient pas, puis qui... C'est de tout temps. Je faisais un exercice en classe, je lisais une page d'un ouvrage qui a été publié en 1899 à Paris et Lyon, et je demandais aux étudiants de dater cela. Mais c'était à s'y méprendre. C'était une page qu'on aurait pu écrire une semaine avant. Alors, on n'invente pas grand-chose. Les visions eschatologiques, là. Moi, depuis que j'ai commencé mes études en sciences politiques, que je lis ça. La fin de l'idéologie. La fin la fin du politique. La fin de la politique. Etc. Dernier rang. La fin de la démocratie, Fukuyama. Un gourou de quelques instants, là. On annonce la fin depuis la fin des années 50. Et à tous les 4-5 ans, il y a un livre que tout le monde lit dans les salles de cours à l'université, La fin de. La fin de. On est encore là, comme la fin du monde à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure. La fin de. Non, la politique, elle va durer. Elle va durer aussi longtemps que nous vivrons en société. Parce qu'elle est nécessaire. Je reprends le titre de cet ouvrage, The Necessity of Politics. On ne peut pas l'éviter. Alors, aussi bien en faire quelque chose d'intéressant et de compréhensible, d'intelligible et d'utile.
ces formes vont inévitablement évoluer. Comme dans le passé, ça a évolué. Ça n'évoluera pas de la même manière que dans le passé. Mais avec notre processus hélicoïdal, on va avancer, ça va changer, les formes vont changer. On n'y échappera pas, même à notre ère d'individualisme qui nous semble désespérant. Je renvoie à un auteur ici qui écrit, un des spécialistes de la Constitution et des droits aux États-Unis, qui écrit, The Horizontal Society. On a de plus en plus de misère, de difficulté à accepter de la hiérarchie. Mais The Horizontal Society qui fait le focus, j'allais dire focusé, non, qui centre l'attention sur l'individu, bien, cette Horizontal Society, l'individu, ce qu'on observe dans cette Horizontal Society, c'est que l'individu devient la source de l'engagement, la source des mobilisations, et ce n'est pas tout à fait les grands projets là, qui nous animaient, qui nous faisaient tressaillir il y a quelques décennies, mais c'est un départ qui nous amène à la politique, justement. Donc, si vous pensiez y échapper, prenez votre mal en patience. On va vivre la politique encore un sacré bout. On va crever avant qu'elle disparaisse.